Bonsoir, docteur Sabatier. Bonsoir François, bonsoir aux Alors, auditeurs. merci. Alors, merci de votre disponibilité. Merci de prendre tout ce temps et de nous consacrer ce temps à nous qui sommes des néophytes, qui découvrons des mots nouveaux, des concepts nouveaux. Et vous prenez le temps de nous expliquer, vous prenez le temps de nous faire comprendre. Et surtout de creuser un peu ces questions qui sont souvent vues d'une manière superficielle. Donc, je tenais à vous remercier, docteur. Oui, merci. En préalable, moi, alors justement, je vais mettre le lien. Ça, c'est votre livre. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Covid long et effet indésirable du vaccin. Bon, c'est une Bible. Ce livre est vraiment indispensable pour poursuivre, je dirais, la réflexion à partir des conversations que nous avons. C'est un bon complément. Ça nous permet d'aller rechercher des concepts ou des conceptions que nous n'avons pas compris. On se familiarise avec un vocabulaire et vraiment, je le recommande parce qu'il a un prix très abordable et franchement, c'est une mine. Moi, j'ai commencé. C'est passionnant à lire, passionnant. Et alors, ce que je voulais aussi préciser, parce qu'on a énormément de questions parmi les auditeurs, et parce qu'à la suite de vos déclarations, évidemment, ça bouillonne, les gens réfléchissent, se posent des questions. Donc, je précise à cette occasion que nous aurons une réunion à Montfermeil, certainement fin novembre, à laquelle vous serez présents. Et là, je le dis à tous les auditeurs, cette réunion, c'est important que vous soyez présents parce que je pense que vous serez à la disposition de tous pour répondre à cette multitude de questions que se posent les gens. Donc, il y aura une rencontre physique pour justement vous rencontrer et poser toutes ces questions qui sont actuellement en l'air et auxquelles nous ne pouvons pas intégralement leur répondre. Docteur Sabatier, pour l'instant, on n'a pas encore l'inventaire de la situation au niveau de la vaccination animale. J'ai beaucoup de questions dans ce sens-là. Il faudrait faire un inventaire de où on en est aujourd'hui de la vaccination animale, quels sont les secteurs actuellement qui sont concernés, est-ce que le bio ou pas est concerné, est-ce que vous pensez que d'ici la rentrée, on pourrait avoir des informations précises sur la situation actuelle de la vaccination animale en France? Parce que les gens sont inquiets. Où je dois me diriger pour acheter mes aliments? Quelles sont les solutions pour me nourrir sans danger? Oui, 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 on pourra en discuter. En tout cas, le bio est concerné, hein. Le bio est C'est-à-dire que concerné. l'animal peut être injecté à ARN messager et être considéré comme bio, hein. Donc Déjà. maintenant, voilà, l'étiquette bio n'a plus beaucoup de signification à ce niveau-là. Alors, les gens posent la question des circuits courts, des petites exploitations, mais ça, il y a encore. Vous avez des informations sur les critères actuels concernant les Ouais, exploitations par agricoles? exemple, oui, par exemple, pour les canards, si l'exploitation fait moins de 250 canards, à ce moment-là, ils ne doivent pas vacciner les canards. Ils n'ont pas d'obligation vaccinale pour les canards. Mm. Et on imagine que c'est la même chose pour le reste. Alors, ils cachent beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est Tout ça. ce que je peux vous dire, c'est que en fait, tous les vaccins à ARN messager sont là. Il y en a énormément qui sont là. Notamment, ils existent déjà pour les volailles, pour le porc, pour les ovins et les bovins, hein. Ça, c'est surtout sur le continent américain, mais ça ne saurait tarder, hein, pour l'Europe, hein. Donc c'est là qu'il faut être vigilant parce qu'ils sont déjà là. OK. Alors, la première question, parce que là, aujourd'hui, on va parler un peu des solutions, des solutions, des Oui, alternatives que l'on a pour pallier soit ces effets indésirables ou soit au Covid long. Mais ma première question, parce elle tombe sous le sens, elle vient du titre de votre livre, Covid long. Et j'aimerais parce que l'autre jour, vous m'avez dit, il y a 2 millions de Covid long en France. oui, Donc c'est énorme, c'est énorme. Moi, je ne pensais pas que ce chiffre était aussi élevé, 2 millions. oui. Première question, d'où vous tenez ce chiffre? Et deuxième question, quelle C'est un chiffre différence, officiel, hein. Mm. chiffre officiel, d'accord. Oui. Quelles sont, quelle est la différence entre ce qu'on appelle le Covid long et les effets indésirables? Pourquoi? Parce que Covid long,
Covid long, dans ce qu'on considère comme Covid long, il y a ceux qui ont été infectés par le Covid et Oui, puis ensuite ont été vaccinés. Donc on ne sait pas à quoi le Covid long, est-ce qu'on l'attribue au Covid ou à la vaccination qui a succédé à l'infection. Et deuxième oui. chose, Alors, effet oui, indésirable, comment on distingue effet indésirable et Covid long? oui. Alors, si je me place du côté des autorités sanitaires, le Covid long ne peut être dû qu'à une infection au virus SARS-CoV-2. Ok. Dans la réalité, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% de personnes qui ont un Covid long suite à l'injection vaccinale, entre guillemets, hein, notamment à ARN messager. Voilà. Mais pour les autorités, ça peut pas venir du vaccin. Mais en fait, bon, c'est mal connaître le mode d'action, justement, et le mode d'action du vaccin et pourquoi le vaccin peut induire un Covid long. Tout simplement parce que dans le vaccin, on produit de la protéine spike vaccinale qui, elle, va faire exactement comme le virus, c'est-à-dire qu'elle va se fixer sur le récepteur ECA2, puisqu'il a été prouvé qu'elle est capable de se fixer sur le récepteur ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2 qu'on retrouve à la surface des différentes cellules cibles. Et donc, ça va gêner la dégradation de l'hormone qui est l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et du coup, il va y avoir un excès d'angiotensine 2 qui va suractiver son récepteur AT1R, qui est à l'origine des pathologies Covid. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un Covid long suite à l'injection vaccinale ou suite justement à une infection naturelle. Donc, effet indésirable, Covid long, c'est la même chose. Oui, alors le Covid long, dans l'appellation, c'est différent. Le Covid long, sont des pathologies Covid qui perdurent dans le temps, c'est-à-dire qui perdurent au-delà de 2 mois après, normalement, une infection naturelle. C'est ce qui est décrit. Alors, il y a beaucoup de gens qui font la distinction en parlant de Covid long post-infectieux ou post-vaccinal, quoi. Mais dans la pratique, les mécanismes sont les mêmes, puisque Dans les c'est un mêmes. dérèglement du système rénin-angiotensine induit par l'excès d'angiotensine 2 qui est dû à la fixation de la protéine spike sur le récepteur ECA2 et donc qui gêne la dégradation de l'hormone. C'est ce que Alors, je décris justement dans le livre oui. et c'est ce que j'avais décrit justement en mars 2020 quand j'avais décrit que finalement le virus n'était pas directement responsable des pathologies Covid, mais il était indirectement responsable des pathologies Covid puisqu'il dérégulait un système physiologique, enzymatique et hormonal qui est ubiquitaire dans notre organisme et qui fait fonctionner tous nos tissus et nos organes. Et à partir de là, quand on dérégule notre système physiologique, c'est-à-dire le système maître du corps humain, on a des tas de pathologies possibles qui vont se traduire chez les personnes en fonction de leur sensibilité. Il y a des personnes qui vont développer plus de formes neurologiques, d'autres, ça va être plus des atteintes cardiovasculaires, etc. Ça va dépendre de la sensibilité, de la génétique des personnes. Vous dites dans votre livre, hein, parce que on y revient, parce que ça, la thématique principale, c'est, Oui, une notion qu'on n'avait pas entendu parler, c'est le système rénine-angiotensine. oui, Vous m'avez dit que vous aviez enseigné, que c'était enseigné aux médecins en première année de médecine, oui, mais que d'une certaine manière, cette découverte, parce que vous dites que c'est une découverte d'un système physiologique clé, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré un système physiologique clé pour l'instant par la médecine, il est enseigné en oui, première année et on semble l'avoir oublié. Et vous, vous réactivez cette partie-là, cette caractéristique-là. Est-ce que vous pourriez nous en parler justement, de façon à ce qu'après, on comprenne les mécanismes des compléments alimentaires qu'on va justement proposer pour justement apporter une réponse à ce système qui serait plus ou moins déréglé, si je comprends bien. oui, oui. Alors, en passant, je dois préciser que je m'exprime en mon nom propre, hein, parce que je suis Oui. pas médecin. Et voilà, parce que bon, ça m'a déjà été reproché. Bon, Donc, alors, bien, des précisions utiles, oui. oui. Effectivement, pour la médecine, le système rénin-angiotensine, c'est un système qui gère les fonctions autonomes, c'est-à-dire les fonctions automatiques, rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, qui pilote l'immunité innée et qui pilote les différents microbiotes, à savoir le microbiote intestinal, qui est le deuxième cerveau, le microbiote vaginal, cutané, buccal, nasopharyngé et pulmonaire. Voilà. Dans la pratique, ça va, à mon avis, beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que pour moi, il contrôle absolument tout. Oui. Alors,
Disons qu'en mars 2020, bon, j'avais percuté assez rapidement qu'il était responsable des pathologies Covid, mais j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre en fait, pour moi, il est responsable de toutes les pathologies humaines non génétiques. Parce qu'il n'y a pas une seule pathologie où le système rénine-angiotensine n'a pas une place centrale, hein. Et on le voit parce qu'il y a énormément de pathologies, quand elles sont traitées justement avec des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, par exemple des sartans, hein, qui sont des antagonistes du récepteur qui est délétère, qui s'appelle AT1R, et ben à ce moment-là, on bloque les processus ou l'évolution de la pathologie. En gros, il y a trois types d'inhibiteurs du système rénine-angiotensine pour qu'ils fonctionnent correctement. Il y a l'inhibiteur de la rénine. Par exemple, la vitamine D est un inhibiteur de la rénine. La rénine, c'est une enzyme qui provient du rein et qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1, c'est une hormone qui est inactive, mais qui est le précurseur de l'angiotensine 2, qui, elle, est très active. Et lorsqu'elle est en excès, c'est elle qui provoque un peu tout le bazar dans le corps humain parce que, justement, elle suractive un récepteur AT1R qui est très délétère, hein, puisque c'est un récepteur qui va être pro-hypertenseur, qui va être pro-inflammatoire, qui va être pro-oxydant, qui va être pro-thrombotique, pro-angiogénique, il va être profibrosant, pro-hypoxémique, pro-hypoxique, il va faire gonfler les organes aussi, il va être pro-hypertrophique, et puis il va faire chuter le monoxyde d'azote, et donc il va être responsable de toutes les pathologies, que ce soit des pathologies nerveuses, neurodégénératives, des pathologies cardiovasculaires, gastro-intestinales, tout ce qui est auto-immunité et tumeur. Donc c'est vraiment un récepteur qui peut être extrêmement délétère quand il est suractivé. Et lui est suractivé par un excès d'angiotensine 2. Voilà. Alors, on sait en fait, toutes les cellules humaines ont un système rénine-angiotensine. Oui. Donc, ce système rénine-angiotensine, c'est vraiment une cascade de réactions qui impliquent des hormones et des récepteurs, hein. Donc, il y a une hormone qui va être un ligand d'un récepteur, qui va se fixer sur un récepteur. Ce récepteur va transformer cette hormone dans une autre hormone. Cette autre hormone va avoir aussi son propre récepteur. Et il va y avoir une cascade de réactions avec des hormones qui vont agir sur des récepteurs en cascade, hein. Alors, bon, la cascade, en quelques mots, c'est l'angiotensinogène au départ, qui est censé être fabriqué par le foie. Il y a le rein qui fabrique la rénine, qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Après, il y a l'angiotensine 1 qui est dégradée par un récepteur qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 1, le récepteur ECA, et qui forme donc l'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, c'est elle qui va être responsable des pathologies, notamment des pathologies de la Covid. Pourquoi? Parce que cette hormone est très active. Normalement, elle est dégradée par le récepteur ECA2. Et ce récepteur ECA2, c'est le récepteur qui est ciblé par la protéine spike du virus SARS-CoV-2 ou par la protéine spike vaccinale. Et quand cette protéine spike du virus ou du vaccin se fixe sur le récepteur ECA2, ça va empêcher la fixation de l'angiotensine 2 sur le récepteur ECA2 pour qu'elle soit transformée en angiotensine 1,7. Et à ce moment-là, il va y avoir un excès d'angiotensine 2 qui va suractiver ce fameux récepteur AT1R qui est très délétère quand il est suractivé. Voilà. Alors, moi, disons, je me suis rendu compte que ce récepteur était impliqué dans toutes les pathologies humaines, ce qui n'était pas décrit. Mais en regardant de plus près comment ça fonctionnait, je me suis rendu compte que toutes les pathologies en fait humaines étaient liées à ce système. Donc, il faut savoir que le système rénine-angiotensine, c'est-à-dire tous les récepteurs hormonaux et les ligands, se retrouvent au niveau de tous les types cellulaires. Donc, on les retrouve au niveau de toutes les cellules nerveuses, hein, donc neurones, oligodendrocytes, astrocytes, cellules microgliales. On les retrouve au niveau de toutes les cellules du système immunitaire, donc monocytes, macrophages, tous les granulocytes, les mastocytes, les cellules NK. On les retrouve aussi, aussi au niveau des cellules dendritiques, les lymphocytes B, auxiliaires, donc CD4+, cytotoxiques, CD8+, on les retrouve au niveau des lymphocytes B. On le retrouve au niveau aussi des cellules de coupe-fer, qui sont des macrophages qu'on retrouve au niveau des sinusoïdes hépatiques, et on les retrouve au niveau des histiocytes, qui sont en fait des macrophages qui ont migré dans les muqueuses. Et on le retrouve dans toutes les cellules épithéliales et endothéliales aussi, notamment dans tout l'endothélium vasculaire, c'est-à-dire que tous nos vaisseaux sanguins, à l'intérieur, il y a un endothélium vasculaire, et vous avez les récepteurs justement du système rénine-angiotensine qui sont là, qui sont présents. Et moi,
ce qui m'a le plus intrigué, déjà, outre la présence en fait de ce système absolument partout, dans toutes les cellules du corps humain, c'est que non seulement on retrouve tous les éléments de ce système à la surface de la cellule, c'est-à-dire sur la membrane plasmique cellulaire, mais on le retrouve aussi à l'intérieur de la cellule. Donc c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que toutes les membranes des cellules ont un système rénine-angiotensine. Ça veut dire que vous retrouvez le système rénine-angiotensine au niveau du noyau cellulaire, là où se trouve l'information génétique, là où se trouve notre ADN, hein, nos chromosomes. On les retrouve au niveau des endosomes, des phagosomes, des exosomes. On les retrouve sur les membranes internes et externes des mitochondries. On les retrouve absolument partout. Et ça m'a interpellé parce qu'il n'y a pas de système qu'on retrouve comme ça partout sur toutes les membranes. Et en fait, petit à petit, j'ai réalisé qu'on le retrouvait sur toutes les membranes parce qu'il contrôle tout et il a besoin d'être partout. C'est pour ça qu'on le retrouve partout dans la cellule, c'est qu'il contrôle toutes les étapes, y compris dans la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule. Alors, il faut savoir aussi que ce système rénine-angiotensine, il a une activité autocrine, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir sur lui-même. C'est-à-dire qu'une propre cellule peut produire une hormone et cette hormone va agir sur un récepteur du système rénine-angiotensine présent sur la même cellule. Donc, il a une activité autocrine parce qu'il est capable d'agir sur lui-même. Il a une activité paracrine parce que le système rénine-angiotensine peut agir sur les cellules voisines, justement, donc en produisant une hormone, par exemple, qui va agir sur un récepteur d'une cellule voisine. Il a une activité aussi endocrine, c'est-à-dire qu'il peut agir à distance sur des tissus et des organes via la circulation sanguine. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'il a une activité autocrine, intracrine aussi, c'est-à-dire qu'il agit à l'intérieur de la cellule. Et puis, quand vous regardez l'importance du SRA, on s'aperçoit que c'est le SRA qui pilote toute l'ovogénèse. Donc, au niveau sexuel, il est très important parce qu'il pilote l'ovogénèse. Il pilote la spermatogénèse. Donc, il contrôle toutes les étapes, justement, de maturation des ovocytes et puis des spermatozoïdes. Il contrôle aussi la synthèse des hormones, hein, des hormones stéroïdes. Il contrôle la synthèse des glucocorticoïdes, comme le cortisol, hein, qui est l'hormone du stress. Il contrôle la production des minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, qui est impliqué dans la rétention hydrosodée et qui est synthétisée donc par les glandes surrénales. Et il contrôle la synthèse en fait de toutes les hormones sexuelles, donc androgènes, estrogènes, progestatifs, et donc il pilote toutes les phases. Il pilote, par exemple, le phénomène d'autophagie, qui est un phénomène de régénération cellulaire qui fait que régulièrement, au niveau du corps humain, bah, nos cellules passent un grand coup de balai dans la cellule pour éliminer tout ce qui est dysfonctionnel. Et ben, c'est un processus de régénération cellulaire qui est lancé notamment lorsqu'on fait un jeûne thérapeutique, hein, quand on fait une privation alimentaire. Hein, à ce moment-là, on lance, au bout de 72 heures, on lance complètement un processus d'autophagie, qui est un processus justement de dégradation de toutes les protéines qui sont dysfonctionnelles, y compris des organites intracellulaires qui sont dysfonctionnels. Ça peut être la mitophagie, hein, qui détruisent par exemple, je veux dire, une mitochondrie qui n'est pas fonctionnelle pour qu'elle soit refabriquée à neuf, pour qu'elle soit bien fonctionnelle. Donc on s'aperçoit que ce système contrôle absolument tout. Et il a été démontré que quand on utilise des bloqueurs de ce système, donc il y en a plusieurs, je vous ai parlé là de l'inhibiteur de l'arénine, qui est un des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, mais il y en a deux autres. Il y en a un, c'est l'inhibiteur du récepteur ECA, donc qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et le troisième, c'est l'antagoniste d'AT1R, c'est-à-dire des molécules qui vont se fixer sur le récepteur AT1R, qui est délétère quand il est suractivé par l'angiotensine 2, et donc qui vont bloquer en fait sa suractivation, donc qui vont être favorables à l'homéostasie, c'est-à-dire au bon fonctionnement du système rénine-angiotensine. Donc on voit que c'est un système qui contrôle tout et on le retrouve absolument partout, Alors, ce dans tous les système, organes. Alors, Oui, ce qui est fabuleux, c'est que d'une part, ça peut ouvrir des voies, puisque visiblement, ça n'a pas été tellement exploré par les laboratoires pharmaceutiques en termes de médication. Mais effectivement, ce système-là, vous m'aviez dit qu'il a été découvert à une certaine époque, il y a eu des publications, et puis que au fil du temps, on a un peu oublié, ça a été oui, mis un peu à l'écart, ce système-là. Et vous, oui, tout à vous fait. semblez redécouvrir en fait l'importance de ce système, le CRA. Vous semblez retrouver l'importance, et je voudrais savoir si aujourd'hui, vous savez s'il y a des recherches dans ce sens-là pour justement intervenir sur ce système-là en termes de médication
Est-ce qu'il y a des médicaments, est-ce qu'il y a des thérapies qui sont actuellement étudiées pour justement agir sur ce système qui semble avoir été ignoré Oui, oui. Alors, ce système, bon, moi, j'ai découvert en fait en février 2020, parce que je ne savais absolument pas ce que c'était. grâce au Covid? Et je dirais quelque part que ça a été un avantage pour moi, c'est de ne pas le connaître et puis d'avoir déjà travaillé en laboratoire dans différentes disciplines. Parce que comme Mhm, moi, ma spécialité, c'est de fabriquer des molécules, donc je mhm, trafique des protéines, je les optimise, enfin bon, je fais un peu des molécules custom, y compris des molécules qui n'existent pas hein, dans la nature. Je les mhm, trafique, donc ça m'a permis au cours de ma carrière de travailler dans plein de disciplines. mhm, Euh, j'ai pu travailler donc en pharmacologie, en immunologie, en cancérologie, en bactériologie, en virologie et tout ça. Et donc, ça donne une vue un peu d'ensemble, c'est-à-dire ça permet d'avoir des connaissances un peu dans tous les domaines, même si on est moins pointu que des gens qui sont spécialisés dans un domaine particulier. mhm, mhm, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le système rénin-angiotensin est vraiment à l'interface de plusieurs disciplines. Généralement, c'est étudié par les physiologistes. Hein. C'est-à-dire qu'un virologue un immunologiste ne va pas savoir ce qu'est le système rénin-angiotensin. Ils ne savent pas parce que c'est pas leur spécialité du tout, ils n'en ont jamais entendu parler. Et donc, c'est pour ça que par rapport à la Covid, c'est un peu délicat parce que les gens qui travaillent sur la Covid, ben, ce sont des virologues ou ce sont des immunologistes, mais ce ne sont pas des physiologistes. Et les physiologistes, eux, ils ne connaissent pas généralement la virologie, donc ou ils ne s'intéressent pas à la virologie, sauf rares exceptions. Donc c'est comme ça, moi, que j'en suis venu à l'étude du système rénin-angiotensin et que j'ai approfondi, mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il était aussi important. C'est vraiment en étudiant les pathologies que je me suis aperçu que quand on utilisait des bloqueurs du système rénin-angiotensin, notamment des sartans, qui sont des antagonistes du récepteur ATR qui est délétère, et ben, qu'on bloquait les processus. On bloque Alzheimer, le processus de justement d'agrégation de la protéine Tau, de la protéine bêta-amyloïde, qu'on bloque aussi pour Parkinson la neurodégénérescence des neurones dopaminergiques, que ça agit aussi sur l'épilepsie, les crises d'épilepsie, sur la sarcoïdose, sur tous les troubles cardiovasculaires, aussi sur les tumeurs. Hein, toutes les tumeurs et même sur les métastases, enfin, et sur l'auto-immunité, hein, bien sûr. Et ce qui est logique, hein, puisque le système rénin-angiotensin pilote l'immunité innée. Et l'immunité innée, c'est justement, ce sont les cellules du système immunitaire qui sont là pour faire le tri entre les molécules du soi, auxquelles elles ne doivent pas s'attaquer, et les molécules du non-soi, qui peuvent être justement des protéines microbiennes auxquelles elles doivent s'attaquer. Et quand le système rénin-angiotensin est dérégulé, c'est-à-dire quand il est suractivé, à ce moment-là, ces cellules de l'immunité innée, qui sont sous contrôle du SRA, deviennent dysfonctionnelles et se mettent à faire n'importe quoi. C'est-à-dire mhm. qu'elles peuvent reconnaître comme étant une protéine du soi, en fait, ben, elles peuvent complètement se tromper, c'est-à-dire considérer qu'une protéine du soi, en fait, est un agent étranger, est une protéine étrangère. À ce moment-là, ça va se mettre à s'attaquer aux molécules du soi et ça va provoquer une maladie auto-immune. Donc en fait, ce Voilà. système récepteur, il y a une question d'interprétation en fait qui est à chaque fois en cause. C'est-à-dire que le système peut mal interpréter et c'est ça que la maladie vient d'une mauvaise interprétation ou pas. Oui, c'est ça, c'est qu'il contrôle tout. Il contrôle tout. Euh, Ce il qui veut dire contrôle tout que au niveau. c'est comme une interface, en fait. C'est comme une forme d'interface entre la cellule et, et c'est un récepteur qui veut. Enfin, c'est un point de passage obligé, je dirais, ce Voilà. système-là, le SERA. Les cellules sont pilotées par le système rénin-angiotensin Voilà. qui Donc, c'est contrôle. un point de passage obligé. Oui, oui, oui. Et donc, actuellement, est-ce qu'il y a des thérapies? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a Alors oui, il y a des des médicaments. solutions pour agir dessus? Oui, oui. Il y a des médicaments pour agir dessus. Alors, bah, comme je l'ai dit, donc il y a trois types de molécules capables d'inhiber le système rénin-angiotensin. Il y a les inhibiteurs de la rénine, il y a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et il y a les antagonistes d'AT1R qu'on appelle aussi les sartans. Alors, les inhibiteurs de la rénine, bah, vous avez par exemple la vitamine D, qui est un inhibiteur de la rénine. Vous avez la liskirène, voilà, qui est développée par Novartis. Bon, ce sont des inhibiteurs de la rénine. Oui. Vous avez tous les médicaments qui se terminent en pril, par exemple comme le captopril, qui sont des inhibiteurs ECA, hein, de l'enzyme de conversion.
donc qui empêchent la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et puis après, il y a tous les sartans qui sont justement des antagonistes du récepteur AT1R. Et donc, il y a toute une famille de sartans. Il y a le losartan, il y a le valsartan, l'olmesartan, l'irbesartan, il y a vraiment le telmisartan. Il y a vraiment toute une famille de sartans, mais ces sartans ne sont pas équivalents. C'est-à-dire ce sont tous des antagonistes d'AT1R, mais ils n'ont pas la même efficacité. Pourquoi? Parce que, par exemple, le losartan va avoir une demi-vie de 2 heures. Vous prenez le telmisartan, il a une demi-vie de 24 heures. Prenez l'irbesartan, c'est 13 heures. Et, le valsartan, ça va être 12 heures. Le candesartan, ça va être 9 heures. Alors, le candesartan, il est intéressant parce que c'est le plus affin pour le récepteur, justement, AT1R. Donc, c'est une molécule intéressante, disons, qu'on peut utiliser à faible dose. Généralement, c'est utilisé entre 4 et 32 mg, justement parce que c'est un inhibiteur puissant du système rénin-angiotensine. Est-ce que ces médicaments sont utilisés pour les Covid longs, les effets Ah indésirables? oui, alors non, ils sont utilisés en fait comme antihypertenseurs. En fait, tout le système rénin-angiotensine a été étudié à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais le Mhm. pic d'études bon, qui correspond au maximum de publications annuelles en fait, qui ont été faites sur le sujet, on voit que le pic était atteint aux années 2000. Et on D'accord. voit qu'actuellement, hein, en 2025, ben, on est en bas de la cloche, quoi. Donc, C'est-à-dire, on voit qu'il y a une il y a plus trop de désaffection. recherche. Pardon. Oui. Voilà, il y a une désaffection pour le système rénin-angiotensine et je pense que Ok. les chercheurs, moi je suis convaincu qu'ils sont passés complètement à côté. Ils Ils sont sont passés à passés côté. complètement à côté. Ah oui, complètement à côté. Et d'ailleurs, j'ai été en contact, moi, avec des chercheurs argentins qui sont spécialisés sur le système rénin-angiotensine et qui l'ont découvert à travers des publications que j'ai faites. C'est-à-dire, ils ne Ah bon? s'attendaient pas à avoir un potentiel aussi important. Parce que les gens qui travaillent sur le système rénin-angiotensine, ce sont des physiologistes et généralement, ils vont travailler sur un type cellulaire ou une pathologie et ils vont pas du tout avoir une vue d'ensemble de ce que Une peut vue faire le d'ensemble. système rénin-angiotensine. D'accord. Parce que c'est une usine à gaz. Il peut faire énormément de choses. Ah, Et il faut savoir que ce système rénin-angiotensine, il implique donc des tas de récepteurs et des tas d'hormones. Il y a toute une série d'hormones. Hein. Les hormones, ça va être l'angiotensine 1, ça va être, il va y avoir l'angiotensinogène au départ, il va y avoir l'angiotensine 1, l'angiotensine 2, l'angiotensine 3, l'angiotensine 4, il va y avoir la lamandine, voilà, il va y avoir l'angiotensine 1,7, l'angiotensine 1,9, il va y avoir l'angiotensine A, l'angiotensine 4, enfin, il y a vraiment toute une famille, et c'est pareil, au niveau des récepteurs, il y a toute une famille de récepteurs, hein. Il y a AT1R, mais il y a AT2R, il y a ECA, il y a ECA2, il y a MRGD, il y a MASR, il y a AT4R, il y a AT2R. Enfin bon, c'est c'est compliqué. vraiment une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce système rénin-angiotensine évolue au cours de la vie. C'est-à-dire que le système rénin-angiotensine que vous avez eu quand vous étiez bébé n'est pas le même que celui que vous aviez quand vous étiez enfant, Mhm. adolescent, adulte ou personne plus âgée, quoi. Il se Il dégrade, c'est varie en ça? permanence. Il se modifie. Il se modifie. Ah Il oui, il devient se de moins en dégrade moins pas, il se performant. modifie. Pardon. Il se Oui. modifie. Notamment, on voit qu'il y a à la longue une surexpression du récepteur AT1R qui est délétère. Parce que ce qui se passe, c'est que les enfants, par exemple, sont très riches en récepteur AT2R. Le récepteur AT2R, c'est un récepteur qui est également ciblé par l'angiotensine 2. Mais lui, contrairement à AT1R, il a un effet bénéfique. C'est-à-dire que, comme je disais que le récepteur AT1R pouvait être très délétère quand il était suractivé par un excès d'angiotensine 2, donc je rappelle, il était pro-hypertenseur, hein, il était pro-inflammatoire, pro-oxydant, pro-angiogénique, il est pro-thrombotique, il est également donc pro-hypoxémique, donc il fait une désaturation du sang en dioxygène, il est pro-hypoxique, donc il met le corps en souffrance parce qu'il va manquer d'oxygène, il va être pro-fibrosant, donc il va induire une fibrose des tissus, il va être pro-hypertrophiant parce qu'il va faire gonfler les organes, et il va faire chuter le monoxyde d'azote, qui est un vasodilatateur qui est impliqué dans tous les phénomènes mnésiques, cognitifs, inflammatoires et immunitaires. Et donc, il va mettre le bazar. Et ben, AT2R, lui, fait l'inverse. Hein. C'est-à-dire, il va être vasodilatateur, il va être antithrombotique, il va être anti-angiogénique, il va être anti-inflammatoire, il va être réducteur, hein, donc il va avoir des propriétés antioxydantes, il va être antifibrosant, anti-hypertrophiant et il augmente le monoxyde d'azote. Donc, il fait exactement l'inverse
du récepteur AT1R. Et le récepteur, enfin l'hormone, l'angiotensine 2, a une affinité pour les deux récepteurs. Elle reconnaît AT1R et elle reconnaît AT2R, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître le récepteur bénéfique et le récepteur qui est délétère. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que l'angiotensine 2 a plus d'affinité pour le récepteur bénéfique que pour les récepteurs délétères. C'est-à-dire que quand il y a les deux récepteurs, il va se fixer préférentiellement sur le récepteur bénéfique. Mais quand il y a un excès d'angiotensine 2, à ce moment-là, il va se fixer aussi sur le récepteur délétère. Et c'est là que ça part en vrille. Ou bien alors, s'il y a moins de récepteur AT2R qui est bénéfique, à ce moment-là, il va avoir une activité délétère en se fixant exclusivement sur les récepteurs AT1R. Et donc, quand on est jeune, on a un excès de récepteurs AT2R. Hein. Et au cours de la vie, eh ben, on a de plus en plus de récepteurs AT1R qui sont délétères. Et quand on a un problème sur un organe, quand on a une pathologie particulière, on s'aperçoit qu'au niveau de cet organe, il y a une surexpression du récepteur AT1R. C'est-à-dire qu'à la longue, ça devient de plus en plus délétère parce qu'il y a de plus en plus de récepteurs AT1R qui est délétère. Et ce qui est fou aussi, c'est que ce système rénin-angiotensine, il évolue au cours de la vie, mais il n'est pas le même chez l'homme et la femme. Par exemple, il y a certains éléments du système rénin-angiotensine qui sont codés par des gènes qu'on retrouve sur les chromosomes sexuels, notamment le chromosome X. Par exemple, le récepteur AT2R, il est codé par le chromosome X, donc un chromosome sexuel. Hein. Le récepteur ECA2, qui est la cible de la spike, il est aussi codé par un gène qui est porté par le chromosome X. Et le récepteur délétère, justement, AT1R, lui, il est codé par un gène du chromosome 3. Donc, on voit vraiment que ce système, c'est une usine à gaz. Et il est tellement sophistiqué, parce que ça, j'en parle rarement parce que ça devient trop complexe, mais ce récepteur AT1R qui est délétère, il peut fonctionner seul, c'est-à-dire en monomère, mais il peut s'associer en dimère, c'est-à-dire qu'il y a deux molécules de ce même récepteur qui s'associent, et le dimère, c'est-à-dire l'ensemble des deux molécules, va fonctionner comme une entité, et donc va avoir des propriétés un peu différentes. Mais ce qui est fou, c'est que il peut fonctionner aussi en hétérodimère, c'est-à-dire que AT1R peut former un dimère avec AT2R, ou il peut former un dimère avec masse R, c'est-à-dire avec d'autres éléments du SRA. Et à ce moment-là, l'activité de ce récepteur hétérodimérique va être différente. Et il faut savoir que AT1R, il y a toute une série de variantes d'AT1R, comme il y a toute une série de variantes d'AT2R ou de récepteurs ECA2, de récepteurs ECA, comme il existe des variants du virus, et ben, il y a des variants de ces récepteurs aussi. Ce qui fait que ce système rénin-angiotensine est extrêmement polymorphe. Hein. Il y a un polymorphisme génétique et il y a aussi un polymorphisme protéique qui est dû justement à une différence au niveau de l'épissage des ARN messagers qui vont coder soit pour les récepteurs, soit pour les hormones du système rénin-angiotensine. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment une usine à gaz et qu'il fait énormément de choses. Et ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le système rénin-angiotensine, il contrôle le système du complément. Le système du complément, c'est un système d'une cinquantaine de protéines qui sont supplétives en fait de l'immunité innée. Voilà. Avec plusieurs systèmes. Il y a la voie des lectines, il y a une voie alterne aussi, donc une voie des lectines. Parce que Euh, le, parce que, parce que, parce que là, ce fameux système, il est perturbé par le Covid, il est perturbé par la vaccination. On est d'accord. oui, c'est ça. Et Oui, il est perturbé par le stress aussi. le stress. Et donc, Oui, vous avez donc mis en valeur ce système-là pour justement apporter, alors décrire un peu les mécanismes tout pervers, voire comme on dit délétères sur le corps humain. C'est-à-dire qu'une fois passé ce récepteur, on va avoir, il y a comme une toile d'araignée avec des conséquences variées qui vont atteindre le corps, la santé des gens. Et donc, c'est pour oui, ça qu'on a une manifestation presque totalement euh, étoilée de ces effets, parce que ça touche plusieurs facteurs physiques dans le corps. oui, Et donc, on a une multitude de symptômes.
Et là, Oui, vous dites, en se concentrant sur ce SRA, le système rénine-angiotensine, oui. en se concentrant sur ce récepteur, on peut corriger les effets délétères du Covid et du vaccin. Et c'est Oui, là que vous apportez des solutions en termes de vitamines, de compléments alimentaires, si je comprends bien. C'est bien ça. Oui, quand on a un Covid long, qu'on commence à avoir des troubles, il y a des compléments et des vitamines qui sont d'intérêt justement pour rétablir le bon fonctionnement de ce système, rétablir l'homéostasie du système rénine-angiotensine. Et la molécule la plus importante, c'est la vitamine D, Et justement. alors, on va en parler. On va notre temps est passé, donc on va se déconnecter et on se reconnecte. Et là, on attaque le chapitre des vitamines avec leurs effets sur le SRA. OK? D'accord, très bien. À tout de suite. Oui, tout de suite. Voilà, nous avons pris notre petite pause, bien méritée, et nous allons aborder donc eh bien, les solutions en termes de compléments alimentaires qui ont l'avantage d'être accessibles, hein, sans passer par des ordonnances. Alors, on va commencer donc par la vitamine D que vous avez évoquée. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la vitamine D justement sur quel est son rôle sur ce système SRA, système rénine-angiotensine, quel rôle il joue et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les quantités les quantités à prendre qui seraient recommandées? Oui. Alors, la vitamine D, pour moi, c'est vraiment probablement la molécule la plus extraordinaire pour le corps humain. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, il faut avoir un bon taux de vitamine D, hein. Ça, c'est sûr. Alors, les autorités sanitaires recommandent un taux plasmatique de vitamine D à 30 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Mais en fait, il faut être bien plus que ça. Il faut être à un taux plus élevé. Il faut être au moins à 50 nanogrammes de calcidiol par ml, hein. Entre 50 et 80, voire jusqu'à 100 nanogrammes de calcidiol par ml, ça Oui, va être très protecteur. Alors pourquoi c'est très protecteur? C'est parce que la vitamine D déjà agit sur le système rénine-angiotensine. Comme j'ai dit précédemment, donc c'est un inhibiteur de la rénine et donc ça agit sur la cascade du système rénine-angiotensine tout en amont. Et c'est pour ça que ça freine la suractivation du système rénine-angiotensine. Donc quand ce système est dérégulé, hein, quand il est suractivé, eh ben, la vitamine D va agir comme un frein qui va réguler cette suractivation, hein, pour normaliser cette activation. C'est pour ça par exemple, des gens qui reçoivent, par exemple, l'injection vaccinale, on dit, bah, il y a plein de gens qui n'ont pas de problème. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème. Mais oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une suractivation du SRA après l'injection. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un système de régulation négative du système rénine-angiotensine, hein, qui freine le système de façon naturelle. C'est-à-dire que quand il a tendance à s'emballer, notre organisme réagit en produisant donc des molécules qui vont freiner la suractivation du système rénine-angiotensine. On en connaît plusieurs, on connaît plusieurs récepteurs, hein. On connaît 4 récepteurs au moins qui font ça, c'est-à-dire qui freinent le système rénine-angiotensine. Il y en a un qui s'appelle MAS-R, l'autre AT2R, l'autre MRGD et AT4R. Et les ligands, ça va être l'angiotensine 1,7, l'angiotensine 1,9, ça va être l'angiotensine 4 et l'angiotensine 2. Voilà. Et la lamantine aussi qui fonctionne et qui provient de l'angiotensine A. Donc, toutes ces molécules-là ont un intérêt justement pour freiner le système rénine-angiotensine. Alors, la vitamine D, euh, il faut savoir qu'en fait, c'est pas une vitamine, c'est une prohormone sécostéroïde. Parce qu'une vitamine, c'est une substance en fait que le corps n'est pas capable de produire en quantité suffisante pour subvenir à ses propres besoins. Or, si vous êtes en été exposé au soleil, à ce moment-là, votre organisme peut fabriquer, à partir du 7-déhydrocholestérol et puis des UV donc, qui touchent la peau, il peut fabriquer de la prévitamine D3, puis de la vitamine D3, c'est-à-dire qu'il peut fabriquer une quantité suffisante de vitamine D3. C'est pour ça que ce n'est pas une vitamine, justement, puisqu'il est capable d'en fabriquer une bonne quantité. Mais initialement, elle a été appelée vitamine D3. Donc, c'est une prohormone sécostéroïde qu'on prend donc souvent dans une huile, qu'on prend sous forme d'ampoule,
qu'on peut prendre sous forme de gélules, voire sous forme de comprimés solides. Alors l'idéal, c'est de prendre des gélules journalières, hein. C'est plus efficace que de prendre une ampoule mensuelle, par exemple, ou toutes les deux Oui. semaines. C'est beaucoup plus efficace de prendre une petite quantité de vitamine D chaque jour, hein. Pendant le repas, Euh, vous avez précisé, hein. Pendant un repas, oui, disons qu'il faut que ce soit logiquement un repas un peu gras, mais Olic, qui est le père de la vitamine D, dit que ce sont des choses qui sont pas vraies, parce qu'en testant de plus près, en fait, ça fonctionne même quand on ne prend pas un repas gras. Un repas gras, parce qu'en fait, la vitamine D, comme les autres vitamines, hein, les vitamines A, D, E, K, sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans les graisses. Et la vitamine D, donc, est liposoluble. Et pour qu'elle fonctionne bien, il faut éviter qu'elle précipite. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être soluble dans un milieu aqueux, hein, dans l'eau par exemple. Et c'est pour D'accord. ça qu'il faut préférer, disons, un repas gras ou une huile pour que ça reste soluble. Mais si vous prenez un comprimé de vitamine D, ça fonctionne aussi, hein. C'est juste que ça fonctionne un peu moins bien. Mais bon, les comprimés de vitamine D fonctionnent aussi. Alors, qu'est-ce que fait la vitamine D? Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est un inhibiteur de l'arénine. Mais ça fait énormément de choses dans l'organisme. Alors, il faut d'abord comprendre que la vitamine D, c'est un carburant pour nos cellules. C'est-à-dire que c'est un petit peu si la voiture était une cellule, hein. La voiture, pour rouler, elle a besoin d'essence, bon, sauf maintenant. Mhm. Mais disons que Mhm. il lui faut un carburant. Et ben, nos cellules ont besoin, comme carburant, de la vitamine D. Nos cellules, pour bien fonctionner, ont besoin de vitamine D. Et il faut savoir que 80% des personnes manquent de vitamine D, c'est-à-dire ont un taux 80%. asthmatique. Oui, 80% des personnes manquent de vitamine D. Et d'autant plus ceux qui vivent loin du soleil. Les gens du Nord souffrent Oui, 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 davantage les que gens les du gens du Nord, Sud. oui, oui, oui. Alors, on estime que quand on est en dessous de 30 nanogrammes de calcium par ml, à ce moment-là, on est insuffisant en vitamine D. Et quand on est inférieur donc à 12 nanogrammes, on estime qu'on est carencé en vitamine D. Alors, donc, Alors ça là, veut dire il y a aussi, alors on parle des produits complémentaires, mais il faut aussi que le corps soit exposé, enfin, exposé au soleil, alors aux on UV. peut avoir. Alors, normalement, oui. C'est-à-dire que pour produire de la vitamine D, on a Mm. besoin des UV solaires, parce que sous la peau, on a un dérivé qui s'appelle le 7-déhydrocholestérol, qui est sensible aux UV, aux alentours de 300 nanomètres, et donc ça le transforme en prévitamine D3, et la vitamine D3, la prévitamine D3 est transformée en vitamine D3, et cette vitamine D3, elle va migrer déjà au niveau du foie, et elle va être transformée au niveau du foie par une enzyme qui est une 25-hydroxylase. Et ça va former de la 25-hydroxyvitamine D3, qui est le calcidiol. Le calcidiol, c'est la forme circulante de la vitamine D, mais elle est inactive. Et c'est en fait, c'est complètement inactif, hein. Ah bon? Euh, oui, le calcidiol est inactif. Pour devenir actif, il a besoin de migrer dans le rein. Et dans le rein, il y a une deuxième enzyme qui intervient, qui est une 1-alpha-hydroxylase, qui transforme le calcidiol en calcitriol, qui est la seule forme bioactive de la vitamine D3. Et le calcitriol, c'est la 1-alpha-25-dihydroxyvitamine D3. Et ce calcitriol est la seule forme de la vitamine D qui est capable de reconnaître le récepteur VDR, qui est le récepteur à la vitamine D. Et ce récepteur, de façon surprenante, n'est pas à la surface de la cellule, mais il est au niveau du noyau cellulaire, sur la membrane du noyau cellulaire. Et pourquoi ce récepteur à la vitamine D est à la membrane justement nucléaire? C'est parce que la vitamine D, qui, comme je l'ai dit, n'est pas une vitamine, agit au niveau des gènes. C'est pour ça que la vitamine D est très importante. C'est-à-dire que quand le calcitriol, hein, donc la forme dimodifiée de la vitamine D, reconnaît le récepteur VDR, à ce moment-là, elle s'associe à une autre molécule qui s'appelle l'acide rétinoïque X, et ça permet une translocation du complexe ternaire dans le noyau cellulaire, où la vitamine D, entre guillemets, va pouvoir agir sur des gènes. Et elle va d'autant plus agir sur les gènes que sa concentration plasmatique est importante. C'est pour ça que votre taux de vitamine D est très important. Il faut qu'il soit supérieur à 50 nanogrammes de calcidiol, entre 60, disons idéalement entre 60 et 80, ou entre 50 et 80 jusqu'à 100 pour les formes sévères. Et là, on n'est pas en hypervitaminose D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire de la vitamine D. Les effets secondaires de la vitamine D commencent à apparaître à 150 nanogrammes de calcidiol par ml. Et Donc c'est c'est un défaut de large. calcium sur les tissus mous, voilà, et Mm. l'apparition de calcul au rein, potentiellement, hein.
Ah, Et il y en a d'accord. même qui estiment que ça commence à partir de 200 nanogrammes de calciol par ml, ce qui correspond à des concentrations plasmatiques de calcidiol qui sont extrêmement élevées, hein. C'est-à-dire que c'est difficile d'atteindre ces doses-là. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a un système de régulation justement de la vitamine D. Notre organisme, quand il estime qu'il a trop de vitamine D, eh ben, il Mhm. fait agir une 24-hydroxylase qui est capable de neutraliser la vitamine D. Voilà. D'accord. Mais si j'ai bien compris, ça veut dire que la vitamine D qui est procurée par l'exposition aux UV n'est pas forcément effective, enfin, n'est pas forcément efficace, puisqu'elle doit passer elle-même par des... Ah oui, elle doit être transformée. Elle Elle doit être doit être transformée. Et transformée au qu'est-ce qui niveau du favorise foie cette et du rein. transformation? Alors, qu'est-ce qui Alors, ben, c'est favorise? Qu'est-ce c'est qui... ces deux enzymes. Ce sont justement ces deux enzymes, hein, la Et c'est qu'est-ce qui... 25-hydroxylase et la 1-alpha-hydroxylase, Et c'est quoi qu'on prend comme complément alimentaire pour donc ça? hépatique et rénale. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre la vitamine D avec du magnésium. Il faut prendre à Ah peu bah près voilà. 300 milligrammes de magnésium. Il faut prendre Normalement, 300 une milligrammes de femme, oui, magnésium une femme généralement consomme 320 milligrammes de magnésium et un homme par 360 jour. milligrammes Par de jour. magnésium par jour. D'accord. Généralement, il y a des gélules qui sont dosées à 300 milligrammes de magnésium. Alors, pourquoi le D'accord. magnésium est important? Ben, il est très important parce qu'il y a également 8 personnes sur 10 qui manquent de magnésium. Ah bon? Et le magnésium, c'est un cofacteur des enzymes qui transforment la vitamine D3 inactive en calcitriol bioactif. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se supplémentent en vitamine D, qui sont persuadées d'être bien supplémentées en vitamine D, Mais... alors qu'en fait, elles n'ont pas de vitamine D bioactive, elles n'ont pas de calcitriol. Aïe, aïe, Pourquoi? aïe. Parce qu'elles sont déficientes en magnésium, comme 8 Ok. personnes sur 10. C'est pour ça 8 qu'il faut personnes le sur 10 coupler, sont oui, déficientes. manque de magnésium, oui. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il faut prendre aussi du zinc. Il faut prendre entre 10 et 40 milligrammes de zinc. 40. Généralement, les Alors, comprimés, le zinc, je l'ai noté sur ma liste, 25 milligrammes chaque jour, hein, c'est ça. voilà, c'est ça. C'est entre 10 et 40 Une milligrammes. gélule de zinc par jour. Oui, oui. Alors le Et zinc, bon, c'est très important parce que le zinc est déjà un antioxydant, il est impliqué dans des tas de voies de signalisation cellulaire, il est aussi anti-inflammatoire, il est donc donc, antioxydant et c'est important et d'en avoir. Il ne faut pas vitamine D, dépasser les 50 milligrammes par jour. 50, et la vitamine D vaut 5000. Alors, on parle d'UI pour Alors, la vitamine oui, D. alors On parle UI, d'UI. ce qu'il faut savoir, c'est que 1 microgramme de vitamine D, ça correspond à 40 UI. D'accord. Donc, pour une personne normale, disons que si on prend 100 microgrammes de vitamine D, ça ferait 4000 UI. En général, c'est entre 70 et 75 UI par kilo de poids. Donc, Donc, voilà, c'est la moyenne, mais, hein. oui, c'est ça. Mais en Une fait, les femme, quantités par exemple, pourrait indiquées, prendre, ouais, c'est ça. Les quantités indiquées, c'est toujours dans UI. Comment dire, oui, c'est en UI, oui. sans UI, hein. Oui, c'est en UI. Donc, c'est 5000 UI que vous Unité recommandez internationale. par unité. Internationale, UI. Ah bon, on appelle ça unité internationale. Donc, là, on parle de 5000 par jour, hein, c'est ça. Oui, 5000 par jour, bah, ça dépend du poids. Pour Oui, un homme de poids normal, enfin, ça sera 5000 UI. Si la personne est lourde ou un peu obèse, si elle fait 100 kilos, il faudra qu'il prenne 8 000 à 10 000 UI par jour, d'accord. hein, à plus les 300 milligrammes de magnésium et les 25 milligrammes de zinc. En Le zinc, gros, c'est d'accord. 15% des personnes qui manquent de zinc, hein. Alors, pourquoi le zinc est important? Le zinc, il est important parce que la vitamine D agit sur les gènes, hein. Elle active ou elle réprime des gènes. Et le nombre de gènes qui vont être activés ou inhibés par la vitamine D va complètement dépendre du taux plasmatique de vitamine D. Et on sait qu'à une concentration plasmatique de calcidiol de 30 nanogrammes de calcidiol par millilitre, il y a 291 gènes qui sont affectés, hein, dont la moitié des gènes à peu près sont liés au système immunitaire. Et on sait qu'au-delà de 50 nanogrammes de calcium par ml, donc avec une concentration plasmatique de vitamine D plus élevée, on peut atteindre 1000 gènes qui vont être pilotés par la vitamine D. Et maintenant, on en est même à 2000 gènes qui pourraient être pilotés par la vitamine D. Donc c'est énorme parce que le génome humain, c'est 22 500 gènes. Donc on voit quand on atteint les 2000 gènes, on est à presque 8% du génome humain, hein. Donc il y a une activité extrêmement importante de la vitamine D. Quand vous prenez de la vitamine D, c'est pas juste une vitamine d'ailleurs, parce que c'est pas une vitamine, mais c'est comme si vous preniez des tas de molécules, puisque ça lance des cascades, ça active des tas de gènes, et donc ça a des répercussions énormes sur l'organisme. Alors,
la vitamine D, donc déjà, c'est le carburant des cellules. Hein. On sait par exemple que des cellules immunitaires, si elles n'ont pas leur taux de vitamine D, elles peuvent être activées par un antigène ou un mitogène, mais la cascade d'activation ne va pas à terme. Hein. Mhm. C'est-à-dire qu'il leur manque quelque chose, justement, et c'est pour ça qu'on a des problèmes de santé quand on est carencé ou insuffisant en vitamine D. Ah oui. C'est pour ça qu'on peut faire des formes sévères de Covid quand on n'a pas de vitamine D. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont fait les formes les plus graves de la Covid, c'était des personnes qui étaient carencées en vitamine D, hein, ou qui étaient très insuffisantes en vitamine D. Est-ce que Alors, la les... vitamine D, Oui, pardon. Avant euh, de... Oui, oui, je vous laisse finir et puis je vous poserai une oui, question. c'est par rapport à son mode d'action. La vitamine D, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet une prise de calcium et de phosphore au niveau des intestins. Elle permet une différenciation cellulaire et une multiplication cellulaire. C'est-à-dire qu'elle a vraiment un rôle important sur la cellule. Hein. C'est-à-dire elle va contrôler justement la multiplication des cellules et leur différenciation. Donc, ce qui est très important. Parallèlement, elle est très importante pour l'intégrité tissulaire. On sait que, par exemple, qu'on a des troubles gastro-intestinaux, c'est souvent lié à une porosité, en fait, de la paroi intestinale. Hein. Justement, avec, par exemple, des lipopolysaccharides, des endotoxines, voire des microbes qui peuvent passer de l'intestin grêle dans la circulation sanguine, parce que, justement, il y a une certaine porosité, c'est-à-dire que les liaisons intercellulaires sont pas serrées, hein. Donc, les jonctions serrées et les jonctions adhérentes sont lâches. Hein. C'est dû à la fixation d'une molécule qui s'appelle la zonuline sur un récepteur à la zonuline qui fait relâcher justement les liaisons intercellulaires. Et ben, la vitamine D permet justement une très bonne cohésion intercellulaire, c'est-à-dire ça renforce les jonctions serrées et les jonctions adhérentes. Et donc, ça permet une meilleure intégrité tissulaire qui fait qu'on a un meilleur justement fonctionnement justement tissulaire. On a moins de troubles gastro-intestinaux justement parce que ça resserre, ça rend plus poreux. En fait, ça enlève la porosité justement au niveau du tissu intestinal. Hein. Donc ça agit sur ces jonctions-là. Et ce qui est assez fou, c'est que ça nous fait produire des molécules qui ont une activité antimicrobienne. C'est-à-dire quand vous prenez la vitamine D, eh ben, elle ordonne à votre corps de fabriquer des molécules qui ont des activités antimicrobiennes, donc antibactériennes, antivirales. On sait par exemple que ça vous fait fabriquer une molécule qui s'appelle HBD2, d'ailleurs qu'on a caractérisée avec les collaborateurs chinois, qui est une molécule qui a un potentiel antiviral et notamment anti-SARS-CoV-2. Ça a été démontré. Il vous fait Ah, fabriquer aussi des alpha et des bêta-défensines, qui sont généralement des molécules de défense qu'on retrouve par exemple chez les arthropodes, qu'on retrouve par exemple aussi chez les scorpions. Voilà. Ce sont des molécules de défense, hein, ce sont des petits peptides de 30 à 40 résidus d'acides aminés et qui ont des activités antimicrobiennes. Ça vous fait fabriquer aussi de la catélicidine LL37, dont on sait qu'elle a une activité justement anti-SARS-CoV-2. Donc ça vous aide à vous défendre contre les microbes. C'est ça qui est assez fou. Donc la vitamine D, c'est vraiment elle est spectaculaire. magique, cette oui, elle est Ah magique, oui, oui, cette oui, oui, vitamine oui, D. Mais oui. alors, on peut dire que le mode de vie occidental, le mode de vie moderne, finalement, nous invite à avoir des carences parce que le fait de travailler toujours à l'abri dans les bureaux comme on fait, ou de rester devant notre ordinateur, de rester à l'abri des UV, Tout à ne fait. favorise pas cette production de vitamine D. Oui. Alors la vitamine D, il y a trois façons de la recevoir. Hein. Hmm. Soit par une exposition aux UV, hein, avec Mhm. une production donc, naturelle au niveau de la peau. Alors quand on s'expose au soleil, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas se laver tout de suite. Parce que la vitamine D, il y a un dépôt, si vous Ah bon? voulez, sur la peau. Et si on se lave tout de suite, on perd, on perd des dépôts au niveau de la peau. Enfin bon, c'est un détail en passant. Mais disons Oui. il y a trois possibilités pour avoir de la vitamine D. Il y a l'exposition solaire, il y a la supplémentation, hein, qui est très importante, et il y a l'alimentation. Et La l'alimentation, supplémentation, ce que vous appelez la supplémentation, bah, c'est ça les va être, compléments par exemple, prendre alimentaires. une ampoule, voilà, les compléments D'accord. alimentaires, c'est-à-dire Hmm. prendre une gélule, Ok, prendre des oui, gouttes oui, de oui, oui. vitamine D, Et prendre une ampoule de l'alimentation. vitamine D, et l'alimentation. Mais l'alimentation est très pauvre en vitamine D. Hein. Ah oui. C'est très, très pauvre en vitamine D. Bon, pour vous donner une idée, pour avoir la quantité journalière de vitamine D, par exemple, nos 4008 de vitamine D, donc nos 100 microgrammes de vitamine D, il faudrait manger 80 œufs, Oh, ou il dis donc. faudrait manger 1,5 kg de saumon. Ah oui. Et ce sont en fait des aliments qui sont riches en vitamine D.
Ah, Alors, d'accord. l'aliment le plus riche en vitamine D, c'est l'huile de foie de morue. Pour 100 grammes, pour 100 grammes d'huile de foie de morue, vous avez vos 100 microgrammes de vitamine D, c'est-à-dire Ah, c'est vos pour ça 4 milligrammes. qu'autrefois, on donnait ça aux enfants. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, la vitamine D est très importante et il faut prendre avec le magnésium donc, et du Et le zinc. zinc. Donc, Après, le cocktail, c'est les trois. On commence par ça. voilà. Alors, Idéalement aussi, éventuellement, prendre un peu de et on trouve. sélénium aussi. Mm. Ah oui, bon, je te mettrai le lien sur. Parce qu'on trouve ça sur Amazon, hein, ces produits-là maintenant. Il n'y a pas besoin de Oui, se on les prendre la retrouve tête. partout. On Oui, trouve oui, partout, hein. c'est même Enfin, en je dis vente en Amazon libre. ou autre, Oui, mais on trouve ça oui, partout. oui, c'est en vente libre. Oui, C'est en vente libre. C'est ça l'avantage, c'est que c'est en vente libre. oui, oui, oui. Et donc ensuite, alors ensuite, il y a dans un protocole que vous proposez, il y a d'autres éléments Oui, il y a et d'autres molécules d'intérêt il y a d'autres par rapport au système rénine-angiotensin. oui, Donc, les composés d'intérêt, ça va être des antioxydants. Parce des que ce qui se passe, antioxydants. oui, quand il y a un dérèglement du système rénine-angiotensin, il y a une suractivation du récepteur AT1R. Et ce récepteur AT1R, justement, il est pro-oxydant, c'est-à-dire il fait produire à nos cellules justement des radicaux libres. Hein. Il fait produire en fait des radicaux libres. Ce qui se passe, c'est que le dérèglement du SRA et la suractivation du récepteur AT1R hein, active une NADPH oxydase qui s'appelle NOx. Et cette NADPH oxydase, elle produit des particules réactives de l'oxygène. Et ces particules réactives de l'oxygène sont soit des précurseurs de radicaux libres, soit des radicaux libres. Et les radicaux libres sont très délétères. Pourquoi? C'est parce que ce sont des molécules qui ont un déficit électronique. Et donc, pour se stabiliser, elles vont aller voler un électron à une autre molécule. Et cette autre molécule, quand elle va perdre son électron, à son tour, elle va être déstabilisée. Et il va y avoir une cascade de réactions, justement, avec des transferts électroniques, cette cascade réactionnelle de molécules qui veulent se stabiliser en piquant un électron à une autre molécule, ben, ça va être très délétère, hein, puisque ça va entraîner un dysfonctionnement mitochondrial, un dysfonctionnement cellulaire, voire une apoptose cellulaire, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée, donc ça va être très délétère. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des antioxydants, parce que des antioxydants, ce sont des substances qui ont un excès électronique. Et ce sont des substances qui vont pouvoir réagir avec des radicaux libres et qui vont neutraliser les radicaux libres, parce qu'en donnant un électron au radical libre, ça ne va pas justement déstabiliser l'antioxydant. Alors, il y a plusieurs types de radicaux libres. Hein. Il y a toute une famille de radicaux libres, hein, les anions superoxydes, etc. Enfin bon, les radicaux hydroxyles. Il y a toute une famille justement de radicaux libres, et ça veut dire qu'il faut utiliser différents antioxydants, idéalement. Hein. Ah, L'antioxydant de choix, ça va être, pour commencer, le NAC, le N-acétylcystéine. Le N-acétylcystéine, c'est un acide aminé, hein, c'est la cystéine qui est donc acétylée sur son alphamine. Voilà. Et donc la N-acétylcystéine, c'est un antioxydant qui permet donc de bloquer des radicaux libres, de neutraliser des radicaux libres. Et cette oui. N-acétylcystéine, elle est intéressante parce qu'elle peut franchir la barrière hémato-encéphalique et elle peut agir au niveau du cerveau et donc avoir une activité antioxydante au niveau du cerveau. Et il y a un deuxième antioxydant de la même famille qui est le glutathion. Le glutathion, c'est un tripeptide antioxydant qui a un résidu de cystéine en position 2, mais lui, il a du mal à monter au cerveau. Par contre, il est plus puissant, c'est-à-dire que c'est un antioxydant plus puissant que le NAC, mais il a l'inconvénient de monter difficilement au cerveau. Donc, quand on peut prendre les deux, c'est parfait. Mais bon, il a aussi l'inconvénient d'être plus cher, hein, parce que c'est un Bah oui. tripeptide, donc il est Et plus là, cher. vous préconisez une quantité de 800 milligrammes par jour, hein. Oui, c'est-à-dire que plus la dose est élevée, mieux c'est. D'accord. Alors, il y a un deuxième antioxydant qui est très intéressant, c'est l'acide ascorbique, hein, c'est la vitamine C. La Donc, vitamine C. oui, la Ouais. vitamine C. C'est un Euh, antioxydant, la vitamine C, d'accord. oui, oui, c'est un antioxydant. Il fait un très bon couple avec la vitamine D, notamment. La vitamine C, je vais vous dire, elle a une action particulière. C'est-à-dire, elle Oui. se comporte comme un antihistaminique. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à la dégranulation des mastocytes. Donc, elle a quelque part une activité antihistaminique. Hein. Et ce qui est intéressant,
c'est que lorsqu'on prend de la vitamine C, on diminue l'affinité de l'angiotensine 2 pour le récepteur pour le récepteur AT1R sans affecter l'affinité de l'angiotensine 2 pour le récepteur AT2R. En gros, ça nous rend moins sensibles à la dérégulation du récepteur AT1R qui est délétère. Donc, ça a un effet bénéfique pour le système rénin-angiotensine. Voilà. Alors après, vous avez des tas de substances qui ont un potentiel antioxydant. Hein. Vous avez par exemple la phycocyanine, hein, C, qui est un dérivé de la spiruline, hein, qui est 20 fois plus puissante d'ailleurs que la vitamine C et 16 fois plus puissante que la vitamine E, donc qui est intéressante. Hein. Bon, c'est une molécule qui est complètement différente. Hein. C'est deux sous-unités protéiques. Comment vous Euh, l'appelez là? la phycocyanine. Ficus? Euh, Je ne le trouve oui. pas là dans la Si, liste. ça y est, dans le livre. Si. Alors, attends. Phycocyanine, c'est Non, dans la liste ça qu'on vient m'avait de donnée, cyanobactéries, en fait. C'est produit par des cyanobactéries. cyanobactéries. Je cherche. Oui. Oui, Et en fait, ce sont deux sous-unités protéiques avec un noyau tétrapyrrole ouvert qui a un gros potentiel antioxydant. Alors après, vous avez plein d'antioxydants. Hein. Vous oui. avez de l'astaxanthine, vous avez le nicotinamide adénine dinucléotide, vous avez la quercétine. Enfin bon, il y a vraiment toute une famille d'antioxydants Le qui vont être très sélénium, bénéfiques. c'est un antioxydant ou pas le sélénium? Non, alors le sélénium, il faut en prendre aussi. Oui, c'est pas Il c'est va pas un être intéressant antioxydant. parce qu'il va être impliqué dans des tas de voies métaboliques. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre. Et c'est aussi pour ça qu'il faut prendre le zinc, parce que le zinc est impliqué dans des tas de voies métaboliques. Parce que notamment, il y a des métalloprotéases à zinc. On connaît des familles de 300 métalloprotéases qui fonctionnent, qui utilisent comme cofacteurs justement, bah, par exemple du zinc ou d'autres composés. Et c'est pour ça que il ne faut pas manquer de ces composés, il ne faut pas manquer de sélénium. Le sélénium est important à prendre quand on a un dérèglement du SRA. Et les molécules qui sont importantes aussi pour bien faire fonctionner son système rénin-angiotensine, c'est de prendre des oméga 3. Hein. Alors nous, on n'en fabrique pas des oméga 3, mais il y a des mammifères qui en fabriquent. En tout cas, ça va être très bon. Hein. Ce sont justement des acides gras donc à chaîne courte, justement donc insaturés, et ça va être très très bon. Il faut avoir un très bon rapport oméga 3, oméga 6. Voilà, donc il faut prendre des oméga 3. Il faut prendre aussi de la taurine. La taurine, ça va être, c'est aussi un acide aminé, mais c'est pas un acide aminé protéique, hein, puisque c'est un acide aminé différent. Hein, c'est NH2, CH2, CH2, SO3H, donc il a une fonction acide, mais c'est une fonction SO3 à la place d'une fonction carboxylique. Et c'est très bon parce que ça va permettre une très bonne lipolyse, hein, notamment une très bonne émulsification des graisses. Et ça va très bien faire fonctionner le cerveau et tout le système cardiovasculaire. Donc ça va être très bon La pour taurine. produire des sels biliaires, de la taurine. Et notamment, c'est une molécule qui est fortement impliquée dans la longévité. Il a été montré, par exemple, que chez les souris, quand on les supplémentait en taurine, eh ben, on augmentait leur espérance de vie d'à peu près 12%. Donc, Oh, ça a un effet très important sur la bon. longévité. Donc, Ouais. euh, il faut acheter de Chez la un humain, ça taurine. serait plusieurs années. Hein. Donc, voilà, la taurine, c'est très bon, notamment pour les chats aussi. Moi, j'en donne à mes chats, par exemple, de la Ah taurine. oui, ah Parce que oui, les chats ont tendance à manquer de taurine et c'est très bon pour la longévité, oui. Je ah saupoudre un oui. peu de taurine sur les Toujours bon à croquettes. savoir. Oui, oui. Voilà. Vous parlez de la vitamine, les complexes de vitamine B aussi. Alors, les complexes de vitamine B sont très importants aussi, surtout quand on a un dérèglement puissant du SRA. Alors, quand on a un dérèglement du système rénin-angiotensine, il y a quatre phénomènes qui sont décrits. Il y en a un, c'est le syndrome d'activation macrophagique, c'est-à-dire que ça suractive les macrophages qui se mettent à faire n'importe quoi et qui s'attaquent aux cellules sanguines. Donc, ils vont attaquer les globules rouges et provoquer une anémie, ça va s'attaquer aux globules blancs provoquant une lymphocytopénie, et ça va s'attaquer aux plaquettes sanguines et provoquer une thrombocytopénie. Donc ça, c'est le syndrome d'activation macrophagique qui va être déclenché par la suractivation du SRA. Après, il y a le SRA qui est suractivé, qui va pouvoir déclencher un SAMA, un syndrome d'activation mastocytaire. Les mastocytes sont des cellules de l'immunité innée qui généralement sont impliquées dans les phénomènes allergiques et donc ces mastocytes vont être un peu dysfonctionnels et vont se mettre à dégranuler dans des conditions où ils ne devraient pas dégranuler. Et notamment, ils peuvent dégranuler des tas de substances comme l'héparine, comme l'histamine, comme les tryptases, des prostaglandines, des leucotriènes, même le récepteur ECA, peuvent dégranuler tout un tas
de molécules. Ça, c'est un phénomène qui est induit aussi par un dérèglement du SRA. Et puis, le dérèglement du SRA, il peut induire un SIBO. Hein. C'est justement une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. Ce sont des bactéries anaérobies, gram-négatives du côlon qui remontent la valvule iléocolique, qui se trouvent dans l'intestin grêle et qui vont se mettre à fermenter des aliments en fait non digérés, qui vont se mettre à faire de la fermentation à un endroit normalement où il n'y a pas de fermentation, où il y a juste une dégradation des aliments par les bactéries commensales de l'intestin grêle, qui sont généralement des bactéries gram-positives aérobies. Et quand il y a un SIBO, justement, il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine et il y a un dérèglement de ces bactéries commensales. Hein. Et ces bactéries commensales, ce sont elles qui nous produisent certaines vitamines B. Ce sont elles qui nous produisent la vitamine B1, qui est donc la thiamine. Ce sont ces bactéries qui nous produisent la B2, donc la riboflavine. Elles nous produisent la B9, donc l'acide folique. Elles nous produisent aussi la B8, hein, qui est la biotine. Et ça nous produit aussi la B12, qui est la cobalamine. Et c'est pour ça que quand on a un dérèglement du SRA et notamment un SIBO, c'est bien de prendre un complexe de vitamine B. Et le quatrième phénomène qui est induit par un dérèglement du SRA, c'est une hypokaliémie, c'est-à-dire un déficit de potassium sanguin, qui peut être responsable de tas de troubles, notamment de parésie, c'est-à-dire de paralysie plus ou moins transitoire, et aussi d'encéphalomyélite myalgique, qui est en fait le syndrome de fatigue chronique. Donc tout ça, c'est déclenché justement par un SRA qui est dysfonctionnel. Donc on peut prendre ce complexe de vitamine B. Et on peut rajouter, dans ce complexe de vitamine B, généralement, il y a une autre vitamine B qui est très importante. Il y a la niacine, hein, la vitamine PP, c'est de la vitamine B3 aussi qui est très importante. Voilà, bon, il y a la B4 aussi qu'on peut rajouter, hein, qui est la choline, qui est importante parce que c'est le précurseur de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, en fait, c'est justement le neurotransmetteur principal du système parasympathique, celui qui est mis à mal justement quand on a un dérèglement du SRA. Voilà, Vous avez parce qu'il y a beaucoup une parlé science. aussi, oui, pardon, Oui, je suis obligé de vous interrompre parce que le temps passe vite et ça fait oui, des séquences très longues. Vous avez parlé de la vitamine K2 aussi. Vous en avez parlé dans les oui. vidéos de la Alors ça, il faut vitamine l'apprendre K2. justement. La vitamine K2, bon, elle est connue aussi sous le nom de ménaquinone 7. Alors justement, quand on a un SIBO et quand on a justement un dérèglement de ces bactéries commensales, eh ben, ces bactéries-là, en plus de l'homéostasie au magnésium et au calcium, eh ben, elles nous produisent des vitamines K, dont la K2. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre de la K2 parce qu'ils se disent, oh là là, la K2, j'ai peur de coaguler, que d'avoir des thromboses, etc. Alors, en fait, non. Normalement, les vitamines K, ça vient de coagulation de l'allemand, donc c'est effectivement pour la coagulation, mais là, c'est la K1. La K2, elle est impliquée dans l'homéostasie du calcium. Et notamment, elle gère les dépôts de calcium dans l'organisme. Et c'est pour ça que quand on prend de très très fortes doses de vitamine D, sur le long terme, on peut avoir une hypervitaminose D, correspond en fait, dont le premier symptôme est un dépôt de calcium sur les tissus mous, Ah, l'apparition de c'est pour ça que calculs. vous Et c'est pour ça l'associez que à la quand on vitamine B. l'associe avec la vitamine K2, à ce moment-là, on n'a plus de problème Ah oui, justement de d'accord. dépôt de calcium. C'est pour ça que c'est très bénéfique et ça favorise aussi la prise de calcium. Donc quand on prend ce couple vitamine D, vitamine K2, magnésium, zinc, sélénium, taurine, oméga 3, vitamine, complexe de vitamine B et de l'iode aussi. Quand on a un fort dérèglement du SRA, on a l'iode qui chute Ah, complètement. l'iode? L'iode, et oui, ça chute complètement, donc on peut prendre des comprimés d'iode. Il y a des comprimés qui existent, hein, c'est 400 microgrammes, mais on peut prendre Oui, des comprimés beaucoup plus chargés. Hein. Il y a des gens qui prennent plusieurs milligrammes d'iode oui. chaque jour, hein, y compris des médecins. Ah oui, Voilà, l'iode est important parce qu'il permet de bien faire fonctionner, bien sûr, la thyroïde. Hein. Et la c'est la thyroïde, thyroïde, c'est elle quoi. qui donne le là, en fait. Hein. C'est-à-dire c'est elle qui donne la vitesse de fonctionnement des cellules. Et Ah elle est oui, très importante parce qu'elle produit des hormones clés pour le fonctionnement du corps humain. C'est piloté aussi par le système rénin-angiotensine. Hein. Elle produit donc la T2, la diiodotyronine, la T3, la triiodothyronine, qui est en fait l'hormone active de la thyroïde, et la T4, qui est la thyroxine, hein, qui se transforme par désiodation, justement, en T3, qui est l'hormone majoritaire. Et puis il y a aussi une autre hormone qui va être produite par les cellules C de la thyroïde, hein, parce que les autres, c'est les thyréocytes, hein, qui produisent donc la T2, T3 et T4.
Et la calcitonine, elle va être produite par les cellules C de la thyroïde. Et il y a une cellule C pour 4 thyrocytes. Et la calcitonine, elle est impliquée justement, c'est une hormone qui est hypocalcémiante et hypophosphorémiante. Voilà. Bien. Euh, Ben là, on a eu un cours de médecine, là, hein. C'est un cours de et oui, mais je suis faculté, pas là. médecin, mais C'est un cours de faculté, là, qu'on... j'ai fait des T2 Écoutez, en PCM2 il y a quelques. bon, il y en a qui vont être largués, c'est normal. Moi, il y a des moments où il faut revoir la vidéo, il faut la revoir, la revisiter. Acheter votre livre aussi, hein, que je présente là, parce que là, on va retrouver par écrit bien détaillé les éléments dont vous parlez là, parce que c'est Oui, il y a équivalent. des résumés sur les molécules d'intérêt et pourquoi il faut les associer. Ça, c'est Je pense que important. c'est pour ça il est intéressant. Bon, on parle de la crise Covid, mais disons que il y a des résumés du mode d'action en fait, de compléments ou de molécules et comment elles doivent être associées. Et C'est pour ça, ça. c'est important parce que ça va au-delà de la Covid. En fait, Oui, le titre est trompeur parce que ça s'appelle Covid long et effet indésirable du vaccin, mais en fait, ça va au-delà. ça va. Oui, oui, j'ai C'est un vu. livre pour rester en bonne santé parce C'est que même ça. si on n'a pas de Covid long, il y a les recettes pour rester en bonne santé, pour pas évoluer vers un Alzheimer, un Parkinson ou avoir Ah oui, c'est ça. un cancer ou des maladies auto-immunes, Ah oui, parce qu'il y a les éléments justement qui, qui sont bénéfiques pour pas que le système rénine-angiotensine déraille. Et ça, c'est très important. Voilà, parce qu'il faut prendre conscience, par exemple, que la vitamine D, c'est une molécule vraiment clé. Euh, c'est une molécule qui va vraiment vous aider à rester en bonne santé. Alors après, je veux dire, si vous avez une génétique qui est très défavorable, elle va pas résoudre tous les problèmes non plus. Mais par bien contre, sûr, bien elle va être sûr. extrêmement efficace pour éviter justement que vous ayez des formes sévères des pathologies, hein. Ça va vraiment vous préserver en bonne santé. Mm. Notamment, ça va être favorable à la longévité, parce que moi, je disais que justement, ce système rénine-angiotensine, il est impliqué, pour moi, quand il déraille, il est responsable de toutes les pathologies humaines non génétiques, mais pour moi, il est aussi responsable de pathologies humaines génétiques. Pourquoi? Parce qu'il contrôle l'activité justement des molécules qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Il contrôle l'activité de la télomérase, qui est l'enzyme qui rallonge les télomères et qui est impliquée dans la longévité. Donc, elle agit sur les acides nucléiques, et notamment l'ADN. C'est pour ça qu'elle a vraiment une fonction qui est extraordinaire. Et je vais donner juste un petit exemple. Cette histoire du système rénine-angiotensine, c'est vraiment quand même un pavé dans la mare. Je vais vous donner juste un exemple qui va être représentatif. Il y a beaucoup de personnes qui évoluent vers un Alzheimer. L'Alzheimer, c'est caractérisé justement par une formation d'agrégats de protéines tau et des agrégats de protéines bêta-amyloïdes. Et ces agrégats de protéines tau, hein, qui est une protéine qui est intraneuronale, hein, qui se trouve à l'intérieur, qui est fixée sur de la microtubuline, hein, et l'association des microtubulines, ça forme des microtubules. Et donc, il y a une protéine tau qui est fixée sur cette microtubuline. Et quand on a un Alzheimer, on voit que cette protéine tau devient phosphorylée, elle est hyperphosphorylée, et à ce moment-là, elle se met à s'agréger. Et là, on va voir les premiers symptômes d'Alzheimer. C'est pareil pour la protéine bêta-amyloïde qui, elle, est extraneuronale. Elle est à l'extérieur du neurone, mais elle va gêner la transmission synaptique. Et normalement, il va y avoir justement des formations d'agrégats de protéines bêta-amyloïdes. Et toutes les sociétés qui travaillent sur Alzheimer, qui veulent trouver des médicaments contre Alzheimer, toutes, elles recherchent des molécules qui interfèrent avec, avec justement l'agrégation de la protéine bêta-amyloïde et l'agrégation de la protéine tau. Et ben, quand vous utilisez un sartan qui est un antagoniste d'ATR, vous bloquez l'hyperphosphorylation de la protéine tau et vous bloquez justement l'agrégation de la protéine tau et idem pour la protéine bêta-amyloïde. C'est-à-dire que ça agit vraiment tout en amont. Et c'est pour ça que pour lutter contre Alzheimer, c'est pas en fait des molécules qui inhibent l'agrégation des protéines tau et des protéines bêta-amyloïdes, mais ce sont des molécules qui doivent bien faire fonctionner le système rénine-angiotensine, et notamment donc des molécules qui agissent tout en amont du système rénine-angiotensine pour empêcher cette hyperphosphorylation de ces protéines. Et on voit que quand on utilise un sartan, ben, on bloque l'évolution, justement, en tout cas c'est décrit dans les articles, on bloque l'évolution de pathologies comme Alzheimer, comme Parkinson, etc. C'est pour ça que cette approche SRA, elle est vraiment
révolutionnaire au niveau Ah de la oui, médecine. Mais à mon avis, il faudra des dizaines d'années pour que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, mais ça va couper. j'anticipe que ça va être disons, le système clé du corps humain, quoi. Oui. Bon, ça Bon, va bah, au revoir couper aux d'une minute auditeurs. à J'espère que l'autre. je ne les ai pas trop saoulés. Oui. Et puis aussi, merci, merci François. Écoutez, on va être obligé de conclure parce que moi, je vois pas le temps passer avec vous, docteur Sabatier. Je trouve ça, comme je vous le disais, je trouve ça absolument passionnant, même si je comprends pas tout, mais ça donne envie d'approfondir, parce qu'il y a une telle importance d'informations que vous nous livrez là, que fatalement, on est curieux d'en savoir plus, on est curieux de comprendre, et il y a une multitude d'interactions tellement, effectivement, dans le corps humain que on pourrait y passer des heures. Et le condensé que vous nous offrez, vraiment, est super. Enfin, moi, je trouve que c'est super. J'espère que les auditeurs apprécieront. Docteur Sabatier, nous allons nous retrouver pour un quatrième entretien parce que je vous l'ai suggéré, vous m'avez dit bah, que vous acceptiez volontiers. Et la prochaine fois, nous aborderons la vaccination infantile, les 12 vaccins, les 11 vaccins, et on pourra évoquer les adjuvants parce qu'il y a une polémique à partir de certains adjuvants qui ont des conséquences. Et j'aimerais qu'avec vous, on s'entretienne sur ce sujet-là parce que beaucoup de personnes sont évidemment interpellées par toutes ces questions qui sont évoquées et j'espère que vous nous aiderez à y voir clair et puis aussi à éventuellement interpeller les autorités sanitaires par rapport à certaines questions qui se posent même aux États-Unis. Vous avez un commentaire à faire? Si je vous laisse la parole, on est reparti pour une heure de toute façon. Non, oui, rien de spécial. On en parlera, oui. Oui, On en parlera? oui, oui. Alors, je vous dis ça parce que le signalement qu'on m'a fait au CNRS, c'était par rapport au vaccin infantile, entre autres, enfin, Aïe, de ce que j'ai pu voir. aïe. Oui, parce que j'ai dit certaines choses apparemment qui n'ont pas plu. Parce que j'ai dit qu'il y avait certains vaccins qui servaient à rien, qui n'avaient pas fait grandir les mineurs. Ça n'a pas plu, ça a pas plu à tout le Ah, monde. Oui, d'accord, on sera prudent alors. oui, Vous acceptez qu'on en parle ou pas? oui, Oui? oui, bien sûr. Oui, Oui, oui. d'accord. Oui. Ok. Très bien, bah maintenant c'est l'heure d'aller faire manger les enfants, hein, les 21h. Ah oui. Donc, je vais vous libérer. Merci en tous les cas de votre disponibilité. Et Oui, merci puis, François, puis merci aux auditeurs. oui, vous jetez un œil sur les commentaires parfois qui sont laissés sur ma chaîne parce qu'il y Oui, a des oui, oui, questions qui sont posées parfois. Ok, d'accord. d'accord, Oui, ok, très bien. Ce qui permettra peut-être au cours de nos échanges d'y répondre. d'accord. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit et puis à bientôt. Oui, moi de même. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci.